Nous sommes en 79 après Jésus-Christ. C'est l'été. Plusieurs secousses sismiques ont secoué la ville de Pompéi et ses environs. Mais ces tremblements de terre sont si fréquents que les Pompéiens n'y font plus attention. Les artisans réparent les dommages, alors même que se prépare la plus forte éruption qui ait connu le Vésuve depuis 4000 ans. Un réservoir de magma de 5 km de diamètre et de 3 km de profondeur fait exploser le dôme du volcan à midi le 24 août. Une colonne de roches en fusion de 17 km de haut s'élève dans le ciel. Les cendres et les pierres volcaniques retombent sur la ville au rythme de 10 000 tonnes par seconde. L'enfer ne fait que débuter. En début de soirée, la colonne éruptive s'élève jusqu'à 32 km de haut. Les habitants tentent de fuir en emportant ce qu'ils peuvent. À 21 h, la ville a pratiquement disparu sous 4 mètres de cendres. Ceux des habitants qui ont décidé de rester vont mourir dans d'atroces souffrances. Plusieurs nuées ardentes d'une température de 100 degrés, lancées à une vitesse de 200 km/h, balayent la ville. La dernière, à 7 h 30 du matin, le 25 août, anéantit ce qu'il reste de Pompéi. La cité enfouie a été oubliée des hommes. Les Napolitains ont cultivé ces terres fertilisées par le Vésuve. La ville romaine avait pourtant tant de mystères à nous dévoiler. Au milieu du XVIIIe siècle, la découverte des vestiges de Pompéi fut un événement sensationnel. Depuis, les historiens de l'Antiquité bénissent ce miracle de l'archéologie. Pour quelle raison ? Jusqu'à la découverte de Pompéi, les archéologues n'avaient ressuscité que des cités ruinées, arasées à quelques centimètres du niveau du sol dans le meilleur des cas, jusqu'aux fondations dans le pire. Ces sites permettaient de comprendre le plan des villes romaines, mais on ignorait presque tout des mentalités de ceux qui les peuplaient. Quelques fresques tronquées laissaient entrevoir un univers indéchiffrable. Mais qui étaient ces gens? Comment représentaient-ils leur monde? Comment vivaient-ils? Dans les villas découvertes aux quatre coins de la Méditerranée, les sols de mosaïque laissaient pourtant imaginer la beauté des maisons romaines. Il y avait de quoi laisser les archéologues frustrés. À Pompéi, les messages du passé sont partout. Maintenant, nous rentrons dans les entrepôts de la villa dite des chastes amants. Ici aussi, toute la vie a été balayée en une fraction de seconde. Le moulin à farine qui fonctionnait la veille s'est brusquement arrêté et la nuée ardente a surpris dans l'écurie hommes et animaux. Tous les jours, la fouille retrouve les souvenirs d'un instant d'histoire littéralement figé à l'heure de l'ultime éruption.
Ces vestiges viennent tout juste d'être découverts. Ils vont être analysés par un ostéologue. Ce sont des os de bœuf. Je suppose que ce sont les restes du dernier déjeuner pris par la famille. Vous avez aussi un pot utilisé pour cuisiner. C'était un récipient assez grand, exposé aux flammes. Comme vous pouvez le constater, il est encore noir de fumée à l'extérieur. Le souvenir d'une vie intense est également resté gravé dans le plâtre. Un graffiti très intéressant a été laissé sur le mur, près du comptoir. Ce sont des chiffres qui ont été gravés là par le propriétaire de la boulangerie. Regardons ça, vous pouvez lire une série de nombres. 22, ici 6, et 8, et 3, 8, 5, encore un 8, et 9, et 6. Qu'est-ce que ça signifie? À partir de ces petits graffitis, on peut imaginer une scène tendre de la vie quotidienne. Par exemple, un enfant vient chez le boulanger chercher du pain et il dit au patron que son père passera payer le lendemain. Le boulanger prend note de la facture sur le mur pour garder le compte et encaisser plus tard. Comme beaucoup de villes de province, Pompéi est une bourgade commerçante très animée. Les murs des marchands ont gardé la liste des légumes et leur prix. Les denrées fraîches provenaient des jardins et des potagers environnants. On trouve sur les étals du marché nombre de fruits secs, des viandes crues ou séchées, des poissons salés. Ce que Pompéi a montré, c'est que les Romains écrivaient partout. Leurs rues étaient bigarrées. Les murs enduits de chaux blanches étaient aussi couverts d'inscriptions et d'annonces électorales aux couleurs vives. Un notable fait campagne pour accéder à des fonctions municipales. Un autre offre un spectacle de gladiateurs. Un troisième dénonce la corruption. Dans la rue de l'Abondance, les nombreuses échoppes des commerçants s'ouvrent sur le trottoir. La ville grouille d'une intense activité. Potiers, tonneliers, chaudronniers, vendeurs de tissus, tanneurs, cordonniers occupent le centre. Les boulangers y vendent le gros pain bourré de son et des mets plus raffinés comme des beignets croustillants enduits de miel ou des crêpes fines et transparentes. Les chariots brinque-balles sur les gros pavés des larges avenues et il n'est pas rare que les troupeaux traversent la cité. Les boutiques sont ouvertes la plus grande partie de la matinée, mais tous les jours, à 16 h, les hommes se rendent au bain, au lieu de la vie municipale, puis certains d'entre eux se fixent rendez-vous dans les tavernes dont les comptoirs donnent sur la rue. Dans ces gargotes de la plèbe, les clients peuvent manger une assiette de fèves bouillies, des lentilles ou des pois chiches relevés d'épices aussi diverses que variées. Les murs de ces tavernes sont également décorés. Les fresques intactes racontent les anecdotes de la vie quotidienne. Ce sont des instantanés témoignant pour la plupart de querelles de comptoir.
Aucune fresque antique n'avait été si bien conservée. Pompéi bouleversa toutes les théories sur la décoration des villas. Il ne s'agissait plus de supputations sur des fragments de murs. Les pelles des archéologues dégageaient des habitations complètes. Atrium, triclinium, toutes les pièces étaient là, en 3 dimensions. Devant les archéologues se dressaient les parois des vestibules, des chambres, des salles à manger. Ils retrouvaient là des scènes de la vie quotidienne, des représentations mythologiques et les visages graves des habitants de l'Empire. On avait longtemps considéré que les Romains décoraient leurs murs comme nous posons du papier peint. En retrouvant ces œuvres d'art, les archéologues ont compris que ces décorations avaient un tout autre but. À Pompéi et dans toutes les autres villes d'Italie, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout n'est que couleur et peinture. Il ne s'agit pas pour autant d'une simple décoration. Il s'agit bien plutôt d'un décor, d'un vrai décor de théâtre, puisque les personnages puissants qui vivent dans ces maisons, leur richesse est là pour leur assurer leur pouvoir. Ces personnages ont besoin de se mettre en scène. Le goût du spectacle est dans la mentalité romaine. Alors, ils reçoivent leurs clients dans l'atrium, avec ces décors superbes d'architecture qui leur donnent l'impression de se retrouver dans les palais orientaux de ces pays lointains qu'en riches Romains, au fond, ils dominent aussi. Et puis, il y a les décorations plus intimes dans les chambres à coucher, dans la salle à manger. Il n'est pas rare d'avoir des paysages. Et là aussi, il ne s'agit pas d'une simple décoration, mais les paysages qui rappellent que la salle à manger est à l'image de l'univers, que le maître de maison est un peu le maître de cet univers et que les murs sont abolis pour prolonger la vision au-delà dans ces jardins que l'imagination nous laisse parcourir. Dans tout l'Empire, des artistes spécialisés peignent ces tableaux uniques et bariolés. Ils préparent eux-mêmes les pigments et passent des semaines entières à réaliser ces œuvres d'art. Pourtant, les habitants de Pompéi ne se privent pas de griffonner leur message sur ces décors uniques dans leur propre maison ou dans celle de leurs voisins. C'est l'autre découverte faite par les restaurateurs des fresques. Les Pompéiens écrivaient partout. Ecco, proprio qui. Ici, nous sommes dans le hall d'entrée de cette superbe demeure. Et il y a ici un message de bienvenue que tout le monde peut lire. Regardons cela de plus près. Accipe cuvos dedite cum choros. Ricevi. Cela signifie « Rappelle-toi de la danse que tu m'as accordée ».
C'est un message adressé à la personne avec qui l'auteur du message a dansé. Il y a d'autres types de messages, comme des lettres d'amour. Un homme, par exemple, a une passion pour une femme et laisse un mot sur le mur pour lui demander un rendez-vous. C'est une très belle coutume, car parfois la femme utilise le même moyen pour répondre. Elles écrivaient la réponse sur ces mêmes murs d'entrée, oui ou non. Et dans la plupart des cas, peut-être. C'est certainement la chose la plus belle concernant ces témoignages, ces graffitis. C'est qu'ils nous ouvrent immédiatement la porte de l'intimité de ces gens, sans l'intermédiaire de la main du copiste qui reporte une version dans ses livres, sans être obligé de se pencher sur de vieux manuscrits. Ils nous parlent de la vie quotidienne de ces gens et leur voix parvient jusqu'à nous à travers 2000 ans d'histoire grâce à ces murs. Mais tous les messages n'étaient pas aussi romantiques. Les hommes se rendaient aussi dans les nombreux lupanars de la ville, signant leur passage de traits assassins et vulgaires. La sexualité supposée débridée des Romains a beaucoup fait fantasmer. Les représentations sensuelles ou grivoises sont nombreuses dans les villas de Pompéi. En fait, le rapport que les hommes et les femmes entretiennent avec le sexe est totalement différent du nôtre. Les conclusions des archéologues ont souvent été faussées par leurs propres fantasmes. En 1995, les fouilleurs entreprenaient l'excavation d'un édifice dont le vestibule était décoré de scènes érotiques surmontant un numéro. Ils pensaient avoir découvert une maison close dont les raffinements faisaient l'objet d'un menu. Dix ans plus tard, les travaux d'excavation progressant, les archéologues réalisaient qu'ils étaient dans des thermes. Les numéros correspondaient aux casiers dans lesquels les baigneurs laissaient leurs effets personnels. Ce qui ne fait pas des habitants de Pompéi des citoyens aux mœurs dépravées. Les Romains ne sont pas tout à fait aussi débouchés qu'on le croit. Ils ne sont pas non plus pudibonds, ce qui ne les empêche pas d'être pudiques. C'est-à-dire que la morale n'est certainement pas la même que la nôtre, tout au moins dans les premiers siècles de Rome. Néanmoins, elle existe, les règles sont différentes, mais elles sont parfois tout aussi contraignantes. On peut parler, à la fin de la République, au début de l'Empire,